bonjour, donc je m'appelle Gilles Février, je suis retraité, j'habite à Bouvigny, un petit village près d'Orchy, entre Lille et Valenciennes. Je suis le président d'une association qui s'appelle Le Verger de Pével, qui regroupe 250 adhérents. L'objectif de cette association, c'est de préserver les variétés anciennes locales de pommes et de poires. Dans mon verger, j'ai 38 variétés différentes de pommes et de poires, que j'ai pour la plupart des variétés greffées ou choisies de manière différente pour leur qualité et surtout pour leurs différentes époques de production et de consommation. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les méthodes que j'ai mis au point et que j'applique dans mon verger concernant la lutte contre le carpocaps et les insectes. Dans mon verger, je n'utilise plus de pesticides depuis plus de 10 ans et on essaye de fonctionner au naturel le plus possible avec des amendements naturels et d'autres choses que je vous présenterai au fur et à mesure de ce petit film. J'ai ici devant moi quelques variétés de pommes et de poires que j'ai cueillies ces derniers jours. De la belle fleur, de la rainette étoilée, de la baguette d'hiver et des poires beurre et lebrun. Quelques-unes des poires et des pommes qui arrivent à maturité à cette époque. Sur cet arbre, on voit des restes de chaux. En fait, jusqu'il y a 2 ans, je faisais un badigeon de tout le tronc des arbres. Alors uniquement les arbres qui ont de l'écorce formée. C'est inutile de passer du badigeon là où l'écorce est lisse, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'anfractuosité dans l'écorce qui permettent aux insectes et aux larves de s'y réfugier. Alors que ici, on voit très bien que dans l'écorce, on peut très bien avoir des bestioles qui vont venir soit pondre, soit se réfugier pour l'hiver. Donc l'intérêt du badigeon de chaux, c'est en définitive de rendre prisonniers à l'intérieur de l'écorce tous les œufs ou les larves qui peuvent être venus s'y réfugier pour passer l'hiver. Alors maintenant, passer un badigeon sur tous les arbres fruitiers comme ça, c'est un gros boulot. On fait ça au pinceau, donc c'est fastidieux. Aujourd'hui, j'ai remplacé ça par l'utilisation d'eau savonneuse. Moi, j'utilise du savon noir à doser à 5% par rapport à l'eau, et on va venir faire une pulvérisation soigneuse de l'ensemble du tronc des arbres pour emprisonner à l'intérieur de l'écorce les larves qui peuvent exister. Alors il faut faire ça par temps sec, parce que le savon, quand il va sécher, va venir emprisonner et créer une petite gangue autour des œufs ou autour des larves d'insectes qui se sont réfugiés dans l'écorce. Voilà l'intérêt du badigeon de chaux que j'ai remplacé par un badigeon à l'huile, aux huiles blanches ou à l'eau savonneuse. Tous les arbres ont une bande cartonnée, tous les pommiers et les poiriers ont une bande cartonnée qui va permettre une technique de récupération des larves. Alors il faut se rappeler un petit peu le cycle du carpocaps, à savoir que quand le carpo a terminé de manger les pépins à l'intérieur des noyaux et que l'automne approche, on a à ce moment-là la descente des chenilles qui vont suivre les ramifications de l'arbre pour aller passer l'hiver en terre. Il y en a qui descendent directement avec la pomme qui est tombée de l'arbre. Ceux qui vont suivre le tronc, on va essayer de les récupérer à l'aide de ce carton. En fait,
quand la chenille va descendre, elle va rentrer dans les petites infractuosités du carton et va venir à l'intérieur créer son cocon pour y passer l'hiver. Voilà. Donc on va ouvrir celle-ci pour voir comment ça se passe à l'intérieur. Voilà. Là on voit ici quelques larves bien vivantes. On a comme ça la possibilité de récupérer toutes ces petites bébêtes et de leur empêcher de faire leur reproduction. Dans les arbres, on va mettre des bouteilles comme celle-là, de la récupération, et on va tailler de chaque côté une petite fenêtre de l'ordre de 5 cm sur 5. Ces pièges sont destinés à attraper les papillons du Carpocaps. Alors, dans le cycle du Carpocaps, le moment où le papillon vole, c'est à partir de la mi-mai, hein, les premières naissances de carpos. Il faut maintenir en place ces bouteilles remplies de jus de pomme au moins jusqu'au fin juillet. Donc renouvelant le jus de pomme à peu près tous les 15 jours. L'intérêt de ça, c'est que le papillon, quand il va se déplacer pour pondre à l'intérieur de l'arbre, il va sentir l'odeur de la pomme et il va s'approcher et venir se noyer dans le jus de pomme à l'intérieur. Bon, c'est assez primaire comme piège, mais ça a le mérite de ne pas être cher par rapport aux pièges à phéromones qui eux sont relativement onéreux. On a des belles captures occasionnelles de l'ordre de plusieurs dizaines de papillons sur une même nuit. Donc il ne faut pas hésiter à renouveler aussi le jus de pomme à l'intérieur. Maintenant c'est pas un piège sélectif, on va prendre aussi des frelons, des guêpes, des mouches, d'autres papillons. Par contre on ne prend pas d'abeilles. Voilà. Voilà. Je pense que c'est important de ne pas laisser traîner par terre tous les fruits qui sont tombés. La première chose, on a parlé du carpo. Le ver du Carpocaps va provoquer la chute des pommes. En général, le ver est ressorti de la pomme avant qu'elle ne tombe. Parfois, quand même, il y a des vers qui restent dans la pomme. Donc, si vous ramassez les pommes, vous évacuez après hors de votre de la zone du verger, vous évacuez ces pommes, donc le carpo ne sera pas là pour la reproduction. Il y a aussi d'autres maladies. Hein. Par exemple, voilà, ici, voilà deux pommes hein, qui ont eu
une atteinte par le ver de la pomme, on voit bien, et qui après sont pourris. Et ici, vous voyez qu'ils sont couverts d'un champignon qui s'appelle la moniliose. Ce champignon est quand même relativement dangereux, à savoir que bon, il va pourrir les fruits, mais il est actif également tout au long de l'année, en particulier au printemps. Et on peut avoir des attaques de moniliose sur les bourgeons-fleurs au printemps, avant que la fleur n'arrive. Donc l'évacuation aussi de ces pommes atteintes de moniliose va restreindre la diffusion de ce champignon. Alors pour revenir aux bourgeons qui sont atteints au printemps, les spores de ce champignon sont détruits par les produits cuivrés, donc c'est pour ça qu'on préconise, juste avant l'éclosion des bourgeons, on préconise un traitement avec un produit cuivré du type bouillie bordelaise. C'est pas que de la biodiversité, même si j'aime bien voir des oiseaux dans le verger, l'objectif c'est d'attirer des mésanges à l'aide de ce type de nichoir à l'époque où justement le Carpocaps est actif. Alors, on revient sur le cycle du Carpocaps. Quand la femelle papillon a pondu ses œufs, donc en général vers la fin mai, vous avez les œufs qui vont éclore et vous allez avoir des petites chenilles qui vont se disséminer dans les pommiers et les poiriers. On appelle ça la phase baladeuse du Carpocaps, c'est-à-dire qu'il va se promener à la recherche de fruits pour en dévorer les pépins. À cette époque-là, c'est l'époque de la nidification et de la sortie des oisillons, en particulier des mésanges. Et vous savez que les mésanges sont très friandes de vers et de chenilles. Donc ce sont des auxiliaires qui sont très intéressants d'avoir dans son verger pour limiter la quantité de Carpocaps. Alors, autre chose également, ce sont les poules. Les poules, c'est très intéressant de les avoir au pied des arbres du verger parce que elles sont à l'affût des chenilles et également des papillons. Les papillons qui vont naître et qui vont sortir de terre quand la chrysalide va se libérer, ces poules vont manger les papillons et vont manger également des chenilles. Donc c'est un petit plus d'avoir les poules je dirais de la période du fin mai jusqu'au début septembre au niveau du verger. La taille, ce qu'on appelle la taille en verre, la taille qu'on va pratiquer de la fin du printemps et au début de l'été, donc grosso modo de la période du 1er juin à fin juillet, c'est une taille qui va se pratiquer uniquement sur des arbres de type espalier ou des quenouilles ou des arbres à faible développement. Les grands arbres de verger, on ne va pas pratiquer cette taille en verre, tout simplement pour une question de pratique. Quand vous avez des branches à 5 mètres de haut, avec mon petit sécateur, j'ai du mal à aller les chercher. Ici, sur ce genre de choses, on pratique la taille en verre, c'est-à-dire qu'on va venir supprimer des développements de branches qui vont donner du bois. L'objectif, c'est toujours de favoriser la venue de bourgeons à fleurs de telle manière qu'on ait une production qui soit la plus importante possible sur ces petits sujets. Voilà. Alors si également vous êtes observateur,
c'est la période où il y a beaucoup de pucerons. Les pucerons qui vont attaquer les jeunes pousses, c'est l'occasion quand on va faire cette taille en verre de supprimer des pousses qui auront été attaquées par les pucerons. Des pousses attaquées par les pucerons en général qui ont été piquées par des pucerons, qui sont zigzagantes, hein. Il y en a ici qu'on peut voir. Ils ont été coupés, donc on n'en voit pas beaucoup. Hein, mais bon, en général, sur des branches comme ça, si vous avez des attaques de pucerons, il faut pas hésiter à faire la taille en verre. Alors, cette taille-là, elle permet de favoriser le développement de bourgeons latents, hein, qui sont situés à l'aisselle de chaque feuille pour provoquer au printemps suivant la naissance de bourgeons à fleurs. Donc on va empêcher le bois de se développer pour favoriser le départ de nouvelles tiges qui vont donner des bourgeons à fleurs.